Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Avant de commencer, je le fais assez rarement durant les épisodes, mais si vous aimez Banous, rejoignez-nous sur nos comptes LinkedIn et Twitter, alias Banous, pour suivre toute l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Pour info, 49% de nos écoutes sont issues des devices Apple. Alors allez-y, ça nous aide beaucoup, merci beaucoup. Dans cet épisode, nous allons parler de la fin des cookies tiers, des ID issus de l'Open Web et des Walled Garden. On va tout décortiquer avec notre invité Thomas Allemand de Jellyfish. Bonjour Thomas, merci pour ta participation au podcast Banous. On va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Déjà, je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité de discuter avec toi d'un des sujets majeurs de ce début de décennie, du marketing digital. Et donc, pour me présenter, Thomas Allemand, moi, je suis tombé dans le marketing digital programmatique il y a quasiment 10 ans, à quelques mois près. Et à l'époque, donc au début des années 2010, on ne parlait pas encore de programmatique d'ailleurs, on parlait de RTB, d'Ad Exchange. Bref, j'ai eu le plaisir de participer un peu à cette formidable aventure qui a été l'avènement du programmatique et des sous-jacents, spoiler alert, évidemment, le cookie tiers en fait totalement partie. Voilà. Pour resituer un petit peu, moi j'ai opéré des campagnes programmatiques pendant plusieurs années, pendant environ 3-4 ans en trade desk d'agence, donc chez Cadréon, donc qui maintenant est devenu Matterkind, qui appartient au groupe IPG Media Brands. Avant de m'intéresser au sujet de la donnée, au sein de cette très belle boîte de la tech française qui est Weborama, je suis retourné en agence quelques temps chez Publicis. Et depuis 1 an et demi, j'ai rejoint Jellyfish, où je conseille nos clients sur des sujets d'expertise du marketing digital. Et vraiment en 2 mots, Jellyfish, c'est un partenaire global qui accompagne des grandes marques dans leur montée en maturité sur l'ensemble des aspects du marketing digital. Merci pour ton introduction, Thomas. Alors, on va essayer d'être très pédagogique durant cet épisode. On va le faire en 3 grands temps. Le premier, revenir un petit peu sur les dernières annonces sur cette thématique, et en l'occurrence les annonces de Google. Ensuite, on va véritablement parler du cookie tiers, les points positifs et aussi les points négatifs. Et enfin, on va voir les alternatives pour les annonceurs. Écoute, je te laisse parler des différentes dernières annonces. Effectivement, donc Chrome a annoncé effectivement que il allait finalement retarder la suppression du cookie tiers donc, au sein de son navigateur, tel qu'il avait annoncé initialement pour le début de l'année 2022. Et il avait mis donc ça, c'était l'annonce initiale, avait été faite le 14 janvier 2020 en disant que d'ici 2022, le cookie tiers serait supprimé dans Chrome. Et ça avait été conditionné au fait que d'avoir trouvé, via un projet qui a été lancé en milieu de l'année 2019, qui s'appelle la Privacy Sandbox, trouver finalement des méthodologies assez innovantes donc, qui permettent de remplacer les différents cas d'usage du cookie tiers, à savoir de cibler, de pouvoir faire du frequency capping, de pouvoir faire de la mesure. Donc il y a eu pas mal de travail avec l'interprofession, avec le W3C, enfin sous l'égide du W3C plutôt, qui ont un peu amené à travailler sur un ensemble de propositions dont les plus célèbres ont été les propositions FLoC pour les Federated Learning of Cohort, et également propositions Fledge qui permettent d'adresser des cas d'usage liés au retargeting, quand FLoC permet d'adresser des cas d'usage liés plutôt au ciblage. Et donc il y a eu de nombreuses expérimentations sur ces bases-là, et donc il y a quelques semaines, finalement, Google a annoncé, et Chrome a annoncé que la disparition de cookie tiers était retardée de pratiquement 2 ans, puisque finalement on se rend compte que les propositions FLoC, Fledge, mais également les autres propositions de la Privacy Sandbox, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a pas mal d'autres qui existent, ne sont pas encore totalement, on va dire, à l'état de l'art pour pouvoir débrancher sereinement le cookie tiers. Alors, excuse-moi, je te coupe, Thomas, mais finalement, si je suis un petit peu politiquement incorrect, est-ce que Google n'a pas donc prolongé cette période parce que finalement l'écosystème n'était pas prêt, ça aurait
ça aurait renforcé sa position ultra dominante sur le secteur? Je pense qu'il y avait quand même une volonté d'arriver à une forme de faisabilité technique, technologique, hein. Très clairement, les premiers tests qui ont été faits, par exemple la proposition Flock, une fois de plus, qui est une proposition parmi de nombreuses autres qu'il y a sur la Privacy Sandbox, hein. Donc, une fois de plus, on est très focalisé sur celle-là, mais il y en a vraiment pas mal d'autres, hein. Je pense à tout ce qui va être les cas d'usage autour de, 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 des privacy budgets du fait d'éviter d'avoir trop d'informations qui passent sur la partie IP. Bref, il y a pas mal de propositions qui sont faites. Une fois de plus, on se focalise uniquement sur Flock, mais finalement, il y a assez peu de propositions dans cette Privacy Sandbox qui sont totalement matures, c'est-à-dire qu'elles ont passé l'épreuve d'époque, également appelée Origin Trial, on va dire, chez Google, et après qui peuvent devenir scalables au sein de l'ensemble des navigateurs Chrome. Donc c'est un travail qui est absolument colossal, et ça semblait sûrement prématuré, voire franchement prématuré, de pouvoir, une fois de plus, débrancher le cookie tiers sans créer une sorte de cookie apocalypse. Je crois que c'est un terme qui est assez, dont la presse US est assez friand, et qui aurait pu effectivement venir créer de sérieuses turbulences pour le marketing digital tel qu'on le connaît. Et ça n'aurait pas été, on va dire, dans un contexte en plus de reprise de post-pandémie, ça n'aurait pas été une bonne chose, un beau cadeau à faire au marketing digital dans l'ensemble. Pour autant, et ça c'est vraiment un point qui me semble absolument essentiel, quand cette annonce-là de Chrome est sortie, j'ai lu des articles de presse, hein, comme quoi c'était Noël avant l'heure et que le marché poussait des soupirs de soulagement. Alors effectivement, c'est une bonne nouvelle que d'avoir un peu plus de temps pour se préparer à un bouleversement du marché qui est majeur, mais c'est une bonne nouvelle si et seulement si on continue de s'y préparer. Déprécier le cookie tiers de Chrome, qui est donc le principal navigateur évidemment, en soi c'est tellement transformationnel, surtout en cherchant des alternatives qui permettraient de le remplacer tout ou partie, que du coup Google a dû repousser finalement sa propre deadline. D'une certaine manière, je trouve que ça montre un peu l'ampleur du chantier, hein. Il est urgent que tous les acteurs du marketing digital poursuivent leurs efforts finalement pour continuer de trouver des manières de travailler qui soient résilientes à la fin du cookie tiers. Donc en gros, on a plus de temps pour tester. On a aussi peut-être le temps de se planter, ce qui n'était pas forcément le cas quand la deadline était là dans 6-7 mois. Et in fine, ça nous laisse aussi plus de temps pour trouver la bonne combinaison, hein, qui nous permettra de se passer du cookie tiers sans trop de sueur froide. Et en d'autres termes, on sait, hein, la tentation va être forte pour certains annonceurs, pour certains acteurs du marché, de mettre le sujet au frigo, voire de le mettre au congélateur et d'attendre le milieu de l'année 2023. Et c'est, je pense, exactement ce qu'il ne faut pas faire. À l'inverse, je suis assez convaincu que pour bien travailler ce sujet, pour prendre une longueur d'avance sur la manière d'opérer le marketing digital de demain, et donc de se créer un avantage compétitif, ça passe par le fait de s'emparer de cette problématique et de voir ce qu'il est possible de construire dans un monde digital qui sera affranchi du cookie tiers, c'est une certitude. Alors très clair, merci. Alors on parle beaucoup du cookie tiers, on lui trouve plein de défauts, mais finalement le cookie tiers, il a été ultra utile pendant des années. Alors certes, il y a eu des abus et justement cette situation provient directement des différents abus, de la perte de confiance qu'on a eue avec les internautes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le cookie tiers a été massivement adopté par l'écosystème, nous donner 3-4 raisons de son succès? Effectivement, c'est un excellent point. En fait, le cookie tiers, moi j'aime bien appeler ça une commodité technologique. C'est-à-dire que finalement, il était là, utilisé par absolument, mais tous les outils de la tech. Enfin, quand je dis tout, à une immense, écrasante majorité, il y en a peut-être quelques-uns qui savent travailler sur d'autres principes méthodologiques, mais enfin, l'immense majorité travaille sur principe, utilise des cookies tiers, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très commoditisé. C'est très simple de dropper un cookie tiers et d'y stocker de l'information. C'est ça le but, hein, c'est de stocker de l'information qui permettent à cette information-là de transiter d'un site à un autre, hein, d'un nom de domaine à un autre. C'est tout le principe et qui différencie un cookie tiers d'un cookie first party. Un cookie first party, il reste sur le nom de domaine sur lequel j'ai déposé, alors qu'un cookie tiers permet de faire transiter l'information d'un nom de domaine à un autre. Et donc, en fait, avec cette simplicité d'utilisation technologique permise par le cookie tiers et le fait qu'il permette de faire transiter de l'information d'un site à un autre, finalement, il devient un peu une pierre angulaire du marketing digital programmatique parce qu'il permet d'en adresser les principaux cas d'usage. Et quels sont ces cas d'usage-là, hein, qui sont, j'ai envie de dire, connus et absolument évidents, mais c'est à la fois le ciblage, la capacité, du coup, une fois qu'on a
une connaissance d'un profil, ben, on peut le cibler sur les différents sites où on va passer ce profil-là. Une fois de plus, ça c'est fait par le cookie tiers et par la capacité de faire passer une information d'un site à un autre. La capacité à avoir une maîtrise du capping, donc de la répétition publicitaire, ce qui demande de faire transiter l'information une fois de plus d'un site à un autre, et la capacité à mesurer cookie par cookie quel est le comportement suite à une exposition publicitaire sur un site annonceur, par exemple, et donc mesurer l'impact business d'une exposition publicitaire digitale. Et en plus, en ajoutant toute une partie d'analyse, ben on peut aller finalement injecter tout ce qu'on a bien mesuré, on va l'analyser et on le réinjecte dans des ciblages pour rendre le tout plus pertinent, optimisé. Et c'est ce qui fait un peu la, 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 la- l'intérêt jamais démenti, toujours confirmé des annonceurs pour le digital, hein, où tout est traçable, comme on dit. Et si tout est traçable, c'est grâce aux cookies tiers, comparé à d'autres médias, par exemple plus offline, qui n'ont pas la capacité à mesurer si simplement. Après, bien sûr, il n'y a pas que le cookie tiers. Ici, on est focalisé sur ce principe, enfin, cet outil enfin, cet outil technologique, pardon. Il y a également des identifiants mobiles sur les applications, etc., qui sont très cloisonnés d'ailleurs, et on voit que l'écosystème cookie tiers et l'écosystème mobile applicatif sont deux choses qui ont du mal à se parler parce qu'une fois de plus, les sous-jacents technologiques qui les composent sont radicalement différents. Alors finalement, le cookie tiers, pour caricaturer un petit peu la situation, c'est pour le open web et tout ce qui touche, au mobile, c'est très clairement, contrôlé par Google et Apple, grâce à leurs différents, identifiants. Pour revenir sur la fin du cookie tiers, pour être bien précis pour, nos auditeurs, à la fin du cookie tiers, quand je pourrais plus les utiliser, qu'est-ce que je ne pourrais plus faire? Très concrètement. Pas mal de choses, parce que une fois de plus, si on faisait transiter l'information de ciblage, de mesure du capping enfin de mesure, pardon, de gestion du capping et de mesure de l'impact via cet outil technologique, les cookies tiers, donc plutôt cette commodité technologique, les cookies tiers, bah finalement, demain, si je débranche le cookie tiers et j'ai rien à la place, et ben j'ai plus de ciblage sur des profils, j'ai plus de capacité à faire du frequency capping, j'ai plus de capacité à mesurer l'impact. Donc du coup, c'est quand même tout le marketing digital qui va sérieusement tanguer. Euh, euh, Après, du coup, la question, c'est plutôt de se dire, quand je suis un annonceur, un marketeur, qu'est-ce qui va créer le plus de risques pour moi si je ne suis pas capable de le faire? Et après, on va forcément arriver sur les problématiques des alternatives. Où est-ce que je peux trouver des alternatives, on va dire, le plus facilement possible? Et bon, là, peut-être que j'anticipe un peu la suite des discussions, mais il y a certaines alternatives, par exemple au ciblage, qui sont assez simples à trouver. J'ai envie de dire assez simples avec certains guillemets, hein, mais le ciblage contextuel, c'est plutôt performant et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Par contre, si on veut commencer à travailler des cas d'usage de gestion de la fréquence, ou pire, de mesure de l'impact marketing et business d'une exposition au marketing digital, bah là, il faut effectivement se demander comment fonctionner demain. Et ça passe effectivement par travailler sur des technologies alternatives, mais qui sont plus lourdes à mettre en œuvre que d'utiliser du ciblage contextuel plutôt que du ciblage comportemental. Alors pour bien clarifier, la chose pour nos auditeurs, par rapport à ce que tu dis, donc il y a 2 grandes voies. Il y a la voie du contextuel et la voie, user-centric basée sur des ID qui soient créés de manière déterministique ou algorithmique. Je te laisserai, définir, ces 2 notions. Alors pour être précis, sur le desktop, finalement, il y a que 2 grandes voies. Est-ce que tu en vois une troisième? Après, c'est de travailler, j'ai envie de dire, 100% avec les outils euh, des GAFA, mais en soi, c'est utiliser des identifiants déterministiques. Donc ça revient finalement à une des alternatives. C'est juste plateformisé, en l'occurrence, par proposition des GAFA. Alors excuse-moi, Thomas, je te coupe, mais pour être bien précis, hem, grand 1, il y a les ID et les notions contextuelles. Grand 2, il y aurait les ID créés par l'open web qui soient persistants, déterministiques et cetera. Et grand 3, les identifiants créés par les GAFA,
euh, Google, Facebook, etc. Et je mettrais donc un grand 3.1, effectivement, c'est utilisé dans ces plateformes. Et grand 3.2, c'est d'utiliser les solutions aussi alternatives qui sont par exemple proposées dans Privacy Sandbox, qui permettent quand même d'adresser certains des cas d'usage avec des principes assez radicalement différents, hein, de plus travailler sur une relation one-to-one, mais sur des relations de cohorte, donc en one-to-many. C'est-à-dire qu'on va plus chercher d'avoir une relation directe avec une audience, hein, au niveau de l'individu ou de son navigateur, mais vraiment sur un ensemble de profils qui ont un comportement de navigation similaire, etc., etc. Donc ça, c'est quand même aussi des solutions, des méthodologies qui sont à considérer, mais effectivement, finalement sans les opposer, on peut se dire qu'il y a ces trois types d'alternatives, effectivement, qui sont intéressantes à considérer. Alors, on a parlé du contextuel. Est-ce que tu veux qu'on passe aux ID déterministiques algorithmiques? Peut-être juste sur le contextuel, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que comme souvent, il y a un peu de confusion, j'ai envie de dire, dans les propositions de valeur technologiques qui sont proposées par les différents acteurs qui composent ce marché-là, qui est en pleine ébullition, hein. Puisque finalement, quand on parle de contextuel, il y a une différence assez fondamentale entre le keywording, donc le fait d'aller chercher, grâce à des technologies qui vont crawler le contenu des pages, ou des fois ça va être uniquement l'URL, mais ça c'était bon, c'était dans un monde avant que on se rende compte que le contextuel soit aussi important. Maintenant, le contenu des pages dans l'ensemble est crawlé, et d'aller chercher finalement un mot-clé qui nous intéresse dans la page. Ce qui est à différencier bien sûr d'approches plus sémantiques qui vont aller chercher tous les mots sur la page et qui vont essayer de trouver via des technologies de natural language processing, d'IA sémantique, d'aller trouver un peu comment les mots sont liés les uns aux autres pour être beaucoup plus précis dans la compréhension des mots qui composent un texte, hein, et qu'on va essayer d'analyser. Et ça me semble vraiment important à préciser, puisqu'une fois de plus, dans ces propositions de valeur-là, comme elles sont toujours présentées par des sociétés avec la volonté d'être le plus amélioratif possible dans ce qu'elles nous proposent d'un point de vue technologique, ça peut créer un peu de confusion et c'est toujours important d'essayer de donner un peu de lisibilité dans ce marché qui peut être des fois un peu confus. Et c'est vrai que moi je vois qu'il y a quand même des différences assez importantes en termes de capacité à la performance entre certaines technologies. Je trouve que certaines sociétés type Orion Semantics qui fait du contextuel comportemental, Weborama qui travaille depuis pour le coup vraiment assez longtemps sur des technologies d'IA sémantique, euh, apporte des propositions de valeur, je trouve assez intéressantes. Une fois de plus, pour du cas d'usage de ciblage uniquement. C'est parfait pour le ciblage, mais ça s'arrête là. Puisque bien sûr, avec du ciblage contextuel, on ne peut pas faire du capping, on ne peut pas faire de la mesure de l'impact de ce qu'on a bien ciblé. Et c'est là où c'est super important. C'est que si demain, je ne trouve pas des méthodologies qui me permettent de mesurer l'impact de mes activations en marketing digital, et alors d'autant plus en marketing digital programmatique, finalement, je ne serai pas capable de discriminer un ciblage qui vient de Weborama, de je ne sais quelle société, ou enfin voilà, je voyais aucun moyen de savoir ce qui apporte de la valeur ou pas à mon business. Donc le ciblage c'est très bien, le contextuel c'est très bien, c'est une étape nécessaire, mais je pense vraiment pas suffisante pour pouvoir construire un marketing digital résilient enfin le quick tiers. Alors très clair, juste pour bien comprendre ce que tu dis, finalement, c'est bien beau d'envoyer, des banous de moto sur des sites de moto, mais si tu peux pas calculer la performance, finalement, l'annonceur, va se détourner, de ce type, d'action. OK, très clair. Alors pour parler des ID, alors en fait, il y en a pléthore sur le marché. On va essayer d'en citer, plusieurs pour pas avoir de parti pris. Il y a Unify ID 2.0, il y a le Ramp ID de LiveRamp, il y a l'ID de Zeotab, d'Infosum, même d'ID5. Pour bien comprendre ce que ces solutions proposent, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils fonctionnent et à quoi ils servent? Alors, comment est-ce que effectivement il est possible d'appréhender un peu ces différentes initiatives qui sont développées par tous ces acteurs? Et alors c'est vrai que en plus, hein, mais finalement on en est dans Banous aujourd'hui une traduction, mais depuis janvier 2020 et l'annonce de Chrome, alors l'annonce initiale de Chrome, la dépréciation du cookie tiers d'ici quelques années, il y a eu vraiment pléthore
de propositions de valeur technologique, mais également de webinars, de prise de parole, de points de vue, etc. Je parlais tout à l'heure de confusion, mais je pense sincèrement qu'à force, ça peut créer une forme de confusion. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à redonner un peu une cartographie hein, des différentes propositions de valeur technologiques qui peuvent exister, parce qu'il y a un peu d'infobésité, hein, très clairement, et d'essayer de voir, bah, dans ces propositions de valeur technologiques, lesquelles sont vraiment performantes et lesquels, dans des règles du jeu qui sont recomposition permanente, hein, bah, ont le plus de chances d'être viables et d'être durables, hein, et donc de prendre des choix technologiques qui seront, qui fonctionneront à moyen et long terme. Je pense que c'est vraiment les deux critères qui doivent guider hein, dans le choix de ce type de solution-là. Finalement, si on regarde les solutions qui permettent de travailler sur l'identification hein, dans un contexte sans cookie tiers, il y a deux principales solutions. Les premières sont les solutions probabilistes, hein, qui sont basées sur des identifiants qui sont déduits. Comment ça fonctionne? Il y a, bah, par l'analyse de traces numériques hein, qui sont liées à une navigation web. Quand vous naviguez sur le web, il y a tout un ensemble d'informations qui sont simples à récupérer, qui sont l'URL navigation, le timestamp, hein, ça va être le moment très précis où vous faites une action sur le web. Le user agent, c'est une suite, j'allais dire alphanumérique, qui permet de savoir sur quel navigateur vous êtes, quelle résolution d'écran, etc., etc. Finalement, pris séparément, aucun de ces critères ne permet d'identifier un profil. Par contre, si je les combine, tous ces critères-là les uns avec les autres, avec des algos, hein, tout simplement, bah, je vais pouvoir commencer à reconstituer de manière probabiliste un identifiant d'un site à un autre. Il y a d'ailleurs, si pour les auditeurs qui sont intéressés, il y a un site que je trouve assez bien construit qui s'appelle AmIUnique. Je crois qu'il y a une émanation du CNRS de Lille, si je ne dis pas de bêtises, mais je vous laisserai chercher, c'est simple à trouver, qui analyse du coup l'empreinte de navigateur et justement on va essayer de voir si cette empreinte de navigateur-là est unique ou pas à partir des informations qu'il collecte très simplement sur ces traces numériques-là. Tout l'intérêt de ce type de solution-là, c'est que bah, elles permettent d'avoir un reach absolument massif parce que c'est très simple de collecter ces données, hein, ces traces numériques-là. Toute la problématique, c'est de savoir si ces méthodologies sont finalement performantes. Et ça dépend quand même beaucoup des modèles algorithmiques qui sont appliqués. Et parce qu'aujourd'hui, ils sont simples à appliquer puisqu'on a encore du cookie tiers. Donc ça permet simplement de vérifier si le modèle s'est planté ou pas, s'il a fait des faux positifs ou pas. Donc c'est encore aujourd'hui assez simple à construire. Assez simple, façon de parler, hein, bien sûr. Hein, c'est un travail, je pense, quand même assez compliqué et profond. Mais c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui possible d'éprouver. Est-ce que mon modèle algorithmique a bien prédit que j'étais que j'étais une même personne d'un site à un autre ou pas? Euh, euh, le sujet pourrait plutôt venir. Il y a des sociétés qui font ça, hein. ID5 par exemple fait ça depuis 2017-2018 est vraiment assez impressionnant, on va dire, dans ses capacités à maintenant enrichir des bid requests en programmatique. Je crois que ils enrichissent 30% des bid requests au niveau mondial, chiffre à vérifier, mais c'est quand même quelque chose d'assez massif. En termes d'ad server, par exemple, Flashtalking a aussi construit le même type de solutions pour pouvoir faire l'identification probabiliste. Bref, c'est des méthodologies qui sont assez utilisées. Toute la problématique ici, c'est la question de la viabilité, hein, puisque ces données-là, hein, qui sont donc aujourd'hui disponibles, donc ces traces numériques hein, dont je parlais au tout début, bah, elles sont aujourd'hui assez simples à collecter, mais on sait que les navigateurs, de la même manière qu'ils ont déclaré la guerre aux cookies tiers, bah, viennent déclarer la guerre à l'utilisation de ce type de traces numériques. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire disparaître simplement, mais pour autant, ils ont quand même la volonté, petit à petit, de déprécier ce type de données-là, et donc de rendre l'identification probabiliste de plus en plus compliquée. C'est pas quelque chose qui va être binaire, stop du jour au lendemain. C'est des choses petit à petit, les modèles auront de plus en plus de mal, on peut imaginer, parce qu'il y aura moins de granularité d'informations, ils auront de plus en plus de mal à faire cette prédiction-là. Oui, c'est exactement en fait ce que j'allais te dire. C'est on voit Apple qui bloque de plus en plus l'accès aux traces numériques entre guillemets des navigateurs. euh, en bloquant l'IP ou en les modifiant de manière artificielle. Et même pour les technologies d'email, ces technologies ne sauront plus si la personne a ouvert ou pas un email. Donc on se rend compte qu'il y a un blocage progressif
de toutes ces actions. Tout à fait, mais là, je me permets juste d'apporter une petite précision, enfin, ce qui me semble vraiment un point super important. Typiquement, effectivement, Apple a annoncé qu'il allait des fois donner des adresses, enfin, pour les utilisateurs qui le souhaitent, des adresses IP qui sont fausses. Alors, des fois, elles seront juste moins précises, donc elles permettront quand même de qualifier quelqu'un, enfin, où est-ce qu'Internet est, au lieu d'être très précis, ça sera juste un peu plus imprécis, donc peut-être au niveau du département, ou je ne sais quoi. Bon, on va dire une fois de plus, c'est exactement cohérent avec la plus faible granularité dont je parlais juste avant. Les modèles auront plus de mal, mais seront peut-être un peu moins précis, on aura peut-être un intervalle de confiance un peu moins bon, mais pourront toujours travailler. Et effectivement, dans certains cas, ils expliquent qu'ils donneront carrément, pour les utilisateurs qu'ils choisissent, carrément une donnée totalement fausse. Et par contre, ils expliquent bien que ça pourra donner que des fois, je suis sur un site et je vais avoir un site qui va s'afficher dans une langue autre. Je prends cet exemple-là un peu caricatural, un peu extrême, mais enfin, des gens qui effectivement feront le choix d'avoir une expérience utilisateur via son navigateur qui soit à ce point-là dégradée parce qu'ils veulent tellement respecter leur vie privée qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y ait aucune information sur eux qui puisse d'aucune manière être rendue disponible pour quelque acteur que ce soit. Euh, euh, on peut imaginer que de toute façon ces gens-là ont des adblocks, ils ont déjà une méfiance par rapport à tout ce qui peut être vie privée qui est extrême et finalement ces profils-là ils vont être effectivement très durs à trouver et en même temps ils ont fait le choix de disparaître et là-dessus du coup c'est pas à peine d'aller vouloir continuer de tracer ces profils-là qui n'ont plus aucune envie d'être traçables en ligne d'aucune manière. Alors Thomas, tu fais bien, toutes ces techniques nécessitent le consentement de l'internaute. Pour avancer, parce que le temps passe extrêmement vite, est-ce qu'on peut parler des ID déterministes? Les analyses déterministes qui sont finalement qui travaillent à partir d'identifiants déclarés. Comment ça fonctionne en termes de principe? Ça va utiliser ces technologies-là, on utilise des supports d'identification qui sont individuels et persistants. Ça va être une adresse mail. Une adresse mail, on ne la change pas comme on supprime ses cookies. Donc c'est quelque chose de bien plus persistant dans le temps. Et en plus qui est multi-écran dans le sens où je vais me loguer sur mon ordinateur avec une adresse mail et peut-être sur ma télé quand je vais setupé mon compte sur ma télé connectée, mais pareil sur mon ordinateur, etc. Donc voilà, ça va être multi-device, multi-écran. Et c'est ça qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que finalement, ça vient en plus permettre d'aller beaucoup plus loin et de travailler sur des supports d'identification qui sont beaucoup plus robustes que finalement les cookies tiers. Hein. Si je prends 2 minutes pour donner les vraies limites qui font que le cookie tiers est vraiment une technologie qui est quand même aujourd'hui totalement dépassée, c'est que dans un monde qui est devenu mobile first, hein, c'est-à-dire qu'on est en majorité sur notre mobile et en plus sur les applications mobiles, il n'y a pas de cookies hein, sur les applications mobiles, ça ne fonctionne pas. De la même manière, on a le début de la transformation digitale de la télé, l'écran de télé est en train de connaître un bouleversement absolument profond et la publicité qui l'accompagne également. Dans cet écosystème-là, il n'y a pas de cookies non plus. Et finalement, le cookie tiers, il a une durée de demi-vie qui est extrêmement faible. Et donc, pas mal de sociétés font des efforts pour recatégoriser l'information autour de cet identifiant, enfin, de cette technologie qui est le cookie tiers. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un efface ses cookies tiers, et du coup, toute l'information qui est reconnectée autour est dépréciée. Et donc, ça crée bien sûr une donnée qui est extrêmement volatile et peu utile pour pas mal de cas d'usage du marketing digital. Donc, ces identifiants-là, par exemple, collectés à partir d'une adresse mail, à partir d'inscription d'une newsletter, à partir d'un numéro de téléphone, sont des identifiants qui sont persistants, qui sont people-based, donc qui sont liés à un individu, non pas à un device, comme avec le cookie, et donc qui permettent en termes de performance et de capacité à construire des cas d'usage qui soient vraiment super évolués en termes de marketing digital, qui sont extrêmement intéressants si on les utilise bien. Pour autant, bien sûr, il faut se garder à l'esprit qu'on ne sera pas logué, parce qu'il y a beaucoup de ces solutions-là qui travaillent sur du login, sur des sites médias, sur des sites annonceurs, où que ce soit. Dès qu'il y a du login, ça permet d'avoir l'accès à l'adresse mail et donc bien sûr de pouvoir recatégoriser sur cet identifiant pivot qui est l'adresse mail, qui est bien sûr haché hein, à des fins de respect, de ne pas transmettre des informations vraiment purement identifiantes. Donc c'est transformé en identifiant pseudonyme, mais d'utiliser donc ce type d'identifiant là
pour des cas d'usage, mais comme tout le monde ne sera pas logué sur les différents sites, bah, on peut imaginer que la problématique de ces solutions-là, c'est celle du reach. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est que finalement, la problématique du reach, c'est une problématique qui est vraiment extrêmement gênante quand on travaille des cas d'usage de mesure ou des cas d'usage de gestion de la fréquence publicitaire. Parce que bien sûr, là, il faut être capable de s'adresser à tout le monde, sinon ça devient compliqué de mesurer si on a, de mesurer, pardon, de cibler. Ça devient compliqué de cibler si on travaille uniquement sur 10% de la population. Si je segmente 10% de la population, je la segmente très bien, bah du coup, j'aurais très bien segmenté que 10% de la population. Mais ça ne me servira pas pour faire du marketing digital vraiment performant. Par contre, ce type d'identifiant-là peut être très intéressant sur des cas d'usage de mesure, parce que finalement, je vais pouvoir apprendre sur peut-être 10% de la population seulement, qui sont des gens qui vont se loguer, sur lesquels je vais avoir ce type d'identifiants qui sont fonctionnels. Et à partir de ces 10% de la population uniquement, je vais pouvoir l'extrapoler. Alors avec des méthodologies qui doivent être robustes, hein, qui doivent éviter les biais, mais je vais pouvoir l'extrapoler pour la population générale. Et donc finalement, je vais pouvoir apprendre de manière fiable sur la base de ces identifiants-là. Et c'est pour ça que toutes les technologies euh, qui utilisent ce type d'identifiant. Je pense évidemment, ça a été cité tout à l'heure, hein, LiveRamp, Unified ID 2, Zeotap, mais également évidemment que les GAFA sont extrêmement friands d'utilisation de données loguées. Hein. Vous êtes logué sur Gmail, vous êtes logué sur YouTube, vous êtes logué sur Facebook, Instagram, etc. etc. Bah, finalement, c'est l'identifiant pivot qui est utilisé dans ce cas-là, c'est bien des identifiants persistants, people-based, déterministes, et donc qui permettent d'aller travailler des cas d'usage de mesure, en tout cas, qui sont demain seront, je pense, extrêmement prisés des annonceurs pour pouvoir s'assurer d'avoir une mesure qui soit résiliente à la fin du cookie tiers. Alors pour parler des walled gardens, finalement, on va parler de Google, Facebook et Amazon. Peut-être faire plus un focus sur Google qui offre des connexions plus grandes avec l'ensemble de l'écosystème publicitaire. Mais avant de commencer, tout ce tintamarre, si tu me permets l'expression un petit peu désuète, va profiter aux GAFA. Qu'est-ce que tu en penses? Ça profitera aux GAFA si le marché décide de concentrer ses budgets au sein des GAFA et parce que finalement, parce qu'il n'a pas préparé les solutions alternatives qui fonctionnent avec et en dehors des GAFA. Je pense que la clé, c'est pas de se positionner ni totalement, enfin, ni contre les GAFA, ni de faire que des choses au sein des GAFA, c'est de trouver le meilleur des deux mondes. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, et enfin, l'open web est absolument. Enfin, les internautes ne passent pas 100% de leur temps sur YouTube, Facebook et Instagram. Ils passent aussi beaucoup de leur temps sur Le Monde, Le Figaro et Le Bon Coin. Donc, il faut bien trouver des méthodologies qui permettent qui soient fonctionnelles à la fois sur l'open web et effectivement qui permettent aussi de fonctionner avec les GAFA, ce qui me semble être quand même dans le monde digital dans lequel on vit, me semble être assez essentiel pour autant. Et donc tout dépendra j'ai envie de dire, de la manière dont les technologies, dont les sociétés qui accompagnent les annonceurs aussi, hein, trouveront les bonnes manières de fonctionner pour essayer de préserver finalement ces deux mondes-là, à la fois le monde GAFA, mais évidemment le monde open web qui demande à être vraiment bien exploité par les annonceurs pour en maximiser la valeur qui est associée. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi en cette période en fait transitoire qui est un petit peu plus, qui a rallongé en tout cas. L'annonceur devrait prendre à bras le corps ces sujets qui sont pas compliqués mais un petit peu pointus et qui prennent du temps à conceptualiser. Mais généralement, en fait, et je le vois durant toute ma carrière, il y a quelques années, notamment chez Criteo, lorsque un annonceur souhaitait faire un test, il arrivait à dégager un petit budget pour tester et apprendre et voir, découvrir des nouvelles solutions. J'ai l'impression que c'est un peu moins vrai maintenant. Comment toi tu vois les choses? Ça me semble assez normal dans un marketing digital qui a quand même gagné en maturité de manière assez impressionnante. Enfin, le digital et le programmatique, mais si je dézoome le digital hein, d'il y a 10 ans et celui d'aujourd'hui n'ont quand même franchement rien à voir. Hein. Il y a 10 ans, on était encore dans le gré à gré, on s'envoyait tous des OIST et c'était merveilleux.
C'est quand même des choses sur lesquelles il y a eu beaucoup d'automatisation, beaucoup de rationalisation et aussi beaucoup de gains de productivité, j'en suis persuadé. Avec on peut encore faire mieux, hein. J'entrerai pas sur les débats sur la chaîne de valeur programmatique qui est toujours assez complexe et assez illisible. Et on sait que dans l'illisibilité se cachent parfois des déperditions de valeur. Mais de manière assez globale, il y a quand même une montée en maturité assez importante. Donc, effectivement, il y a peut-être un tout petit peu moins, des fois, de volonté de tester et encore, parce que les tests, finalement, ils se déportent sur, bah, sur ce qui peut créer de la valeur demain, quoi. On va dire qu'il n'y a plus de besoin de tester les fondamentaux. Maintenant, en 10 ans, je pense qu'ils ont été bien acquis par les annonceurs, qu'il n'y a plus trop de doutes, heureusement. Finalement, après 10 ans de tests, qu'on ait quelques certitudes qui soient créées. Et donc, ça va être plutôt, typiquement, on parle beaucoup de digitalisation des médias offline. Je pense au DOH, à l'audio, à la télé, qui sont en train de commencer ou de finaliser, je ne sais pas s'il faut dire, c'est le début ou la fin, mais leur transformation digitale. Bah là, je pense qu'il y a vocation à faire des tests sur ces sujets-là, et avec un peu moins peut-être de frilosité que de retester ce qu'on a déjà testé plein de fois. Alors merci beaucoup Thomas, c'était extrêmement clair. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bon, je vais être très original, hein, sur LinkedIn. Non, mais n'hésitez pas si quelqu'un souhaite prolonger la discussion, c'est toujours avec plaisir, hein, sur mes trois sujets de prédilection, qui sont l'identification digitale et tous ces cas d'usage, hein, qui sont associés. Je pense à l'omnicanalité, au scoring utilisateur, etc., qui m'intéresse énormément. Vous l'aurez compris, toute la partie digitalisation de l'écran de télé et de la pub qui est associée, hein, c'est la problématique de l'identification sur cet écran de télé, c'est une problématique absolument centrale. Et on l'a abordé tout à l'heure un petit peu, les logiques de nettoyage de la chaîne de valeur programmatique, qu'on appelle également Supply Path Optimization. Bref, ces trois sujets, hein, je les trouve absolument passionnants. Donc n'hésitez pas si vous voulez prolonger la discussion sur l'un d'entre eux ou sur tous ces sujets-là. Mais merci beaucoup pour l'invitation, Laurent. Merci beaucoup Thomas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.